vraiment débutant sans expérience, c'est pas facile, il faut s'accrocher, quoi. Le boulot n'est jamais garanti, même dans les formations qui garantissent des boulots dans les quelques mois qui suivent. 120 offres d'emploi, peut-être, il y en a où j'ai pas eu de réponse, il y en a où j'ai eu des réponses négatives. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. J'interviewe Arnaud que je connais très bien, qui est un de mes anciens élèves Open Classroom. Il y a plus d'1 an et demi, il s'est décidé à entamer une reconversion professionnelle pour devenir développeur web. Et aujourd'hui, il a décroché son premier poste de développeur web. Ça a été l'occasion pour moi de parler de son parcours. Comment il s'est dit qu'il allait se reconvertir dans les métiers du web, comment s'est passée sa formation Open Classroom, une fois son diplôme en poche, comment il a fait pour trouver son premier job, et vous allez voir, ça n'a pas été si facile que ça. Et sans transition, je vous laisse avec mon nouvel épisode avec Arnaud, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification lors de la prochaine interview. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud, j'ai 36 ans. J'étais technicien en traitement de l'eau pendant 15 ans. Donc, j'allais en dépannage chez les clients, je faisais beaucoup de travail sur le terrain. C'était du travail technique principalement, mais aussi de la relation commerciale. Et j'ai choisi par la suite de me reconvertir, donc de changer d'orientation et de faire une formation en développement, donc dans le but de devenir développeur web. D'accord. Donc moi, ma première question, c'est pourquoi tu t'es dit que tu allais te reconvertir, ton métier te plaisait plus, ou c'était pas assez valorisant, ou c'était pas bien payé? Alors le métier en soi était très sympa, mais surtout le côté technique, les challenges techniques que j'avais au quotidien, au début de mon métier en tout cas. Le problème c'est qu'après 15 ans dans le même métier, ben je commençais à faire finalement toujours la même chose. J'avais plus vraiment de défis, plus vraiment de challenge quotidien. Donc tout ce qui était vraiment intéressant au début en fait a fini par s'effacer avec les années. Et je commençais à entrer dans une routine qui était un petit peu ennuyeuse quoi. Du coup, le travail devenait beaucoup plus long et beaucoup moins attrayant. Donc c'est ça qui m'a poussé vers la reconversion. Tu te voyais pas faire ça jusqu'à la fin de tes jours? Non, bon après ça dépend toujours de l'entreprise dans laquelle on se trouve, mais en plus j'étais dans une entreprise où il y avait plus vraiment de possibilités d'évolution, donc c'est vrai que stagner comme ça tout le temps, et en plus j'étais en déplacement tout le temps aussi, donc c'était quand même des contraintes du coup assez conséquentes. Donc non, je me voyais plus faire ça pendant encore 15 ans de plus quoi. D'accord. Donc en gros, comment t'as fait pour te reconvertir? Quel a été un peu le processus pour ça? Alors bah j'ai commencé à me renseigner déjà sur les différents diplômes que je pouvais passer, parce que je suis sorti à l'époque de l'école, j'ai quitté l'école avant le bac, donc ça ferme quand même pas mal de portes par la suite, donc par rapport au cursus scolaire standard. Donc j'ai dû refaire d'abord un équivalent d'un bac S pour pouvoir m'ouvrir plus de portes au niveau des formations. Et j'ai regardé donc les formations les plus facilement accessibles. Vu que je sortais d'un emploi, j'étais financé par Pôle Emploi et par le CPF. Donc j'ai cherché en fait des formations dans le domaine du développement. Et je suis tombé sur Open Classroom, qui faisait des formations assez rapides, assez denses, et avec l'avantage du distanciel. Donc dans le contexte actuel, c'était quand même assez sympa. Et voilà, donc je me suis lancé sur une formation à distance, quoi. Donc t'as commencé ta formation pendant le Covid? Alors oui, oui, la formation c'était en plein dans le Covid. Ouais. Et donc, est-ce que le Covid a joué dans ta décision ou pas du tout, ou c'est juste... Alors j'avais déjà en vue de passer par Open Classroom, parce qu'en fait j'en avais déjà entendu parler par des gens qui sont dans le métier et qui m'avaient recommandé d'aller jeter un œil là-dessus déjà en amont parce qu'il y a pas mal de cours gratuits déjà. Et donc j'étais déjà un petit peu au courant de ce qu'ils faisaient sur le site. Mais c'est vrai que le Covid, du coup, a facilité ma décision, puisque entrer dans des écoles et faire des cours en présentiel, c'était quasiment impossible, du coup. Ils faisaient de toute façon tout en distanciel, donc tant qu'à faire, autant prendre une plateforme qui est déjà habituée à ça et qui sait gérer le distanciel parfaitement, quoi. D'accord, donc on va dire que le Covid t'a aidé à passer le pas, quoi. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé ta formation? Parce qu'on va dire que le métier du développement, ça devait être très loin de ton métier précédent. Effectivement, effectivement. Donc, alors, bah, le début de la formation était pas trop compliqué. C'est le début de la formation de développeur web, c'est la création de pages web. Donc ça,
ça reste assez basique au niveau du code et au niveau de ce qu'il y a à faire. Donc c'est assez facile à apprendre. Après, quand la formation se complique, par contre, c'était un peu plus chaud parce qu'effectivement, c'était pas du tout mon domaine avant, quoi. Donc il y a quand même énormément d'informations qui viennent très très vite et qu'il faut arriver à compiler, à mettre en place pour arriver à avancer. Par contre, on est très très bien accompagné dans cette formation, donc avec un rendez-vous de mentorat par semaine qui permet bien de nous guider du coup sur les bonnes étapes à suivre. Ça reste toujours par contre des formations complexes parce que elles sont très courtes et il y a beaucoup de travail personnel à fournir, donc beaucoup de recherche personnelle pour essayer de comprendre ce qu'on veut faire, surtout quand on vient pas de ce domaine-là, quoi. Je pense que quand on a fait déjà une formation dans le développement, les suivantes sont peut-être un peu plus simples à ce niveau-là, parce qu'on a déjà certains mécanismes qui sont en place. Mais ouais, le métier de développeur, du coup, est pas très facile à appréhender quand on n'a jamais rentré dans ce domaine. Ça demande une petite gymnastique d'apprentissage qui est un petit peu différente des autres métiers, je trouve. Et donc, tu avais déjà fait du développement, pour toi ou c'était, la première fois que tu faisais du développement, dans cette Alors formation? j'avais jamais fait de développement à proprement parler. J'avais déjà fait un petit peu de coding via des modes pour des jeux vidéo, mais quand même très 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 ciblés, donc par des interfaces que beaucoup de gamers connaissent. Par exemple Unity ou des choses comme ça, ou voilà, ou de faire du BB code dans certains modes. Donc c'était pas vraiment du code à proprement parler, et très très loin du développement qu'on apprend dans les formations, quoi. Mmh. Ouais, c'était plus du code assisté par ordinateur ou C'est ça, carrément la logique est un peu la même, mais c'est juste qu'on te mâche, tout le travail. exactement. En fait, il y a pas besoin de réfléchir réellement, il y a juste à remplir des champs, quoi. Et ça, Mmh. c'est plus simple, quoi, forcément. Et après, ça t'a pas paru difficile l'entrée parce que la logique de programmation, qui est quand même basée sur les mathématiques, au départ, t'en as pensé quoi? Alors ça a pas trop été un problème au départ. J'ai eu quelques soucis quand même sur certains points un peu complexes au niveau de la programmation, mais j'ai toujours eu un peu des facilités sur le côté mathématique et logique des choses, donc j'ai pas eu trop de problèmes à m'intégrer là-dedans. Et la formation, je trouvais qu'elle était assez bien orientée à ce niveau-là. Il y a quand même pas mal de ressources au niveau du site qui m'ont permis de comprendre assez vite ce qu'on me demandait et comment on me demandait de le faire. Donc j'ai trouvé que ça allait, du coup. Ça reste un petit challenge, mais c'est correct. D'accord. Donc, dans ton cursus, ce que tu disais, c'est que tu as commencé par, des choses les plus basiques possibles. Donc, C'est tu ça. peux nous décrire un peu le parcours que tu as fait et combien de temps ça a duré? Alors les premiers projets étaient basés principalement sur de la création de pages web. Donc en fait c'était l'apprentissage du HTML, donc des balises sémantiques, de la mise en page de l'architecture d'une page en réalité, et de la mise en forme avec le CSS. Donc c'était les premiers cours vraiment de programmation. Euh, Ensuite, il y avait des animations qui sont entrées en ligne de compte, donc pour faire un site web animé et responsive, donc toujours en CSS avec des modules supplémentaires comme Sass ou Bootstrap qui étaient utilisables aussi par moment. Et ça a pris à peu près, je dirais, 2 mois, en gros, sur les 6 mois de formation. Donc les 2 premiers mois, c'était assez simple. En fait, D'accord. c'est juste de la mise en forme, quoi. Oui, et comment tu as procédé pour apprendre, en gros, toute la partie HTML, CSS? Alors, j'avais commencé déjà un petit peu avant la formation à suivre les cours gratuits du coup sur le site, donc ça m'a permis déjà d'avancer un petit peu sur la connaissance des balises HTML. Et vu que le CSS se greffe par rapport à très rapidement par rapport à ces balises-là et aux différentes classes qu'on leur attribue, ça reste dans la même logique, donc du coup ça m'a permis d'avancer assez vite du coup sur le HTML et le CSS. Après pour m'entraîner, c'était pas compliqué, il fallait faire des maquettes quoi. Donc j'ai pris des exemples et j'ai essayé de refaire les mêmes choses. Mmh. Je suis parti de photos et de captures de sites web et j'ai essayé de refaire donc les mêmes présentations, les mêmes mises en forme en utilisant les codes couleurs et jusqu'à ce que j'y arrive quoi. Ouais, tu as beaucoup fait
try and learn, on fail, Exactement. on try and learn, on C'est fail. ça, exactement. Oui. Bah, c'est la meilleure façon en fait de voir, d'avancer vite, puisqu'en fait, c'est quand on échoue par nous-mêmes, du coup, qu'on arrive à trouver où ça va pas, et puis on a tendance à plus refaire les mêmes erreurs derrière. Donc c'est quand même une bonne façon de faire, et pour la mise en page des pages web, du coup, ça va assez vite en réalité, donc on n'a pas trop de perte de temps à faire ça, quoi. Ok, donc là, ça c'était le début de la formation, et ensuite, je suppose que tu es passé rapidement sur du JavaScript en C'est plus. ça, c'est ça. Et ensuite, du coup, le défi suivant, du coup, c'était d'apprendre le JavaScript et de mettre en place directement une application, euh, d'un site de e-commerce, parce que je pense que c'est un test de base qui est intéressant de faire. Du coup, avec une mise en place d'un panier et tout ça, donc géré dynamiquement en JavaScript. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Je crois que c'était le point où j'ai le plus galéré dans la formation, parce que JavaScript tout de suite amène réellement la logique de développement, quoi. Et ça, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que le métier de développeur, en fait, ben, c'est pas juste faire des pages web, quoi. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est des applications qui tiennent la route, quoi, qui sont réfléchies en avance et qu'il faut sécuriser aussi pour éviter qu'elles plantent tout le temps. Et donc, derrière, il y a une vraie logique métier, quoi, qu'il faut suivre. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et du coup, c'est là où ça se complique aussi. Donc ça, c'était vraiment le projet, je pense, qui m'a fait perdre le plus de temps. J'ai dû mettre, je pense, plus d'un mois à faire ce projet-là. Le temps de vraiment comprendre comment faire réagir les choses entre elles, du coup, avec JavaScript, et comment les faire bouger dynamiquement, du coup, réagir aux clics, réagir aux informations du clavier, et stocker des données, les transférer, tout ça, quoi. Faire des appels aux API aussi. Donc c'était principalement du front ou du back? Alors là, c'était principalement du front. C'était Ok. vraiment une application front on traitait avec des appels sur une API pour récupérer des informations, mais du coup, on gérait que le front à ce moment-là. Ok. Donc, ce qui t'a posé le plus gros problème, c'est surtout d'aborder le JavaScript et de bien comprendre quand je tape cette commande-là, à quoi ça sert. Bah, déjà, oui, il y avait cette partie de déjà bien apprendre toutes les fonctions qui sont dans le JavaScript, comment on peut l'utiliser, et surtout, alors déjà à quoi ça sert, mais surtout qu'est-ce que ça implique derrière et quel est l'enchaînement après derrière, qu'est-ce que ça fait réagir en fait au niveau de l'application Hmm. et toute la démarche qu'il faut faire une fois qu'on a lancé une chose, quoi. Du coup, il Ouais, faut c'est vraiment que si je prévoir comprends toute la bien, logique, quoi. t'essaies de voir derrière la commande, quand tu écris une commande en JavaScript, bah, il se passe quelque chose du point de vue de l'ordinateur et qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Et c'est vraiment, je trouve important de comprendre ce qui va se passer derrière, parce qu'en fait, sans ça, on comprend pas pourquoi on le fait, en fait, simplement. Donc ça prend un petit peu de temps au départ. Et vu que JavaScript c'est quand même bien complet, il y a quand même beaucoup de choses à connaître et il y a énormément de choses à faire, quoi. Du coup, avec, c'est très intéressant. Ouais, c'est un peu la difficulté de JavaScript quand on connaît pas, c'est que JavaScript est une langue qui est très permissive. Donc, C'est ça. donc ensuite, une fois que tu as appris à faire du front, t'as fait que du front dans ta formation ou t'es passé sur du back ensuite? Alors après, on est passé sur du back. Du coup, il fallait, avec un projet, donc en partant sur du Node.js, créer une API, du coup, en JavaScript. Et donc l'exercice c'était l'inverse, on nous fournissait une application web qui allait nous demander des informations et il fallait qu'on crée toute l'API pour lui répondre du coup de manière sécurisée et traiter donc les requêtes, quoi. Donc ça, comment t'as trouvé cette partie-là? Alors moi j'ai trouvé ça plus facile dans la logique, dans l'implémentation. J'ai trouvé que j'ai eu beaucoup moins de mal en fait à faire la partie back. Je trouvais que la gestion du back était plus simple à ordonner, plus simple à gérer au niveau de l'architecture. Bon, le JavaScript, c'est toujours du JavaScript, hein, donc, mais du coup, j'avais déjà fait un petit peu mes armes dedans pendant un mois avant, donc ça allait mieux aussi au niveau langage, quoi. Hmm. Après, Et le back a cet avantage, c'est que comme tu as des points d'entrée, tu ne peux accéder au code que par certains points d'entrée. voilà, c'est ça. Donc, il y a certains points, on les connaît, on nous les donne au départ, donc c'est ceux-là qu'il faut vraiment sécuriser et on sait comment
finalement créer l'architecture de Mm. notre API grâce à ça, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça plus simple du coup sur le. Mm. Il y a toujours quelques petites difficultés qui viennent au moment où on le fait, parce que quand c'est la première fois qu'on en fait une, bah il y a toujours des choses qui bloquent forcément. Non, ça serait pas Mais drôle globalement, sinon. ouais, ce serait pas drôle. S'il y avait pas de challenge, ce serait pas sympa. Mais du coup, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile pour moi personnellement à mettre en place, quoi. D'accord. Et une fois que tu es arrivé là, que tu maîtrises le front, tu maîtrises le back, je suppose que tu as fait un projet qui mixe un peu les deux. Oui. Alors oui, j'ai fait un projet du coup où il fallait faire l'API du coup et l'application qui communique avec. Donc le projet c'était de faire un blog, enfin pas un blog, un réseau social interne d'entreprise. Donc un espèce de chat en fait qui serait installable dans une entreprise et qui communique avec une API que l'on crée nous-mêmes aussi, quoi. Donc pour gérer les messages, les authentifications et le stockage des messages dans la base de données, du coup donc l'affichage des informations, quoi. D'accord. Donc là, c'était plus proche d'un site qui est industrialisé et qui est en production. Oui, du coup oui, c'était plus proche, ouais. Donc, à partir de ça, donc, tu as pu voir le front, tu as pu voir le back, tu as pu faire du full stack. Oui. Donc, toi, tu avais quelle préférence à la fin de cette formation? Alors bah, j'étais plus sur le bac à la fin de la formation du coup, puisque finalement c'est ce que j'ai compris le plus vite déjà. Mais bon, c'est pas pour ça du coup j'ai préféré le bac, c'est parce que finalement je pense le fait que j'ai pas autant galéré que pour le front, je me suis plus amusé du coup en le faisant. Ça allait plus vite, c'était plus naturel, quoi. Et du coup j'ai pu faire plus de choses. Et j'ai pu rajouter un petit peu des difficultés sur les derniers projets, j'ai pu m'amuser un peu plus, quoi. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que je partirais plus sur du bac si j'ai le choix, quoi. Ok. Sinon, au point de vue front, est-ce que tu as utilisé, on va dire, des technologies très avancées comme Angular, Vue ou React? Alors j'ai essayé d'utiliser Vue pour le dernier projet. C'était pas probant la première semaine parce que j'ai eu quelques petites difficultés à gérer les props et les choses comme ça. Finalement, je suis parti sur Angular, donc j'ai appris à utiliser Angular et j'ai fait mon dernier projet avec Angular, ouais. Du coup, j'ai Est-ce trouvé que que c'était sympa parce qu'on est vachement plus dirigé, vachement plus cadré dans Angular en fait, et ça laisse moins de place aux dérives en tout genre. je suis pas d'accord avec toi, mais C'est vrai. bon, il faut pas demander à un expert Vue ce qu'il en pense. Je suis pas très partial là-dessus. Non, donc tu as pu voir grâce à Angular TypeScript. Oui, oui, exact. Donc Alors TypeScript, c'était génial, c'était vraiment une super expérience. Du coup, TypeScript, c'est comme une surcouche de JavaScript, mais plus stricte, beaucoup plus stricte. Et c'est extrêmement intéressant du coup parce que ça permet de vraiment réfléchir à ce qu'on écrit, quoi, en réalité, à vraiment plus surveiller le code, vu qu'on est obligé de donner des retours de fonctions, des interfaces, des choses comme ça pour que TypeScript nous foute la paix en fait et nous laisse coder. Donc c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé. ça, je suis d'accord avec toi. TypeScript, moi, je l'appelle l'empêcheur de tourner en rond. Il est toujours en train de râler, il est toujours en train de dire, C'est ça, non, mais ici, il faut que tu écrives ça. c'est ça. Mais c'est vrai que ça pose des bonnes questions à savoir, bah, ouais, j'écris du JavaScript, mais est-ce que ce que je suis en train d'écrire est correct et va fonctionner correctement? C'est ça. Et surtout, j'ai remarqué à l'utilisation, parce que du coup, par après, j'ai quand même un petit peu plus travaillé sur TypeScript, du coup, parce que j'ai beaucoup aimé pendant la formation cette approche-là, quoi. Et du coup, j'ai remarqué que ça empêche quand même beaucoup de bugs, en vrai. Quand on est tout de suite fliqué au départ, ça évite pas mal de bugs après dans les applications et dans le bac aussi d'ailleurs. C'est ça, parce que comme il vérifie tout et qu'il est il est un peu stupide, il va C'est ça. tout regarder et il laisse rien passer. Donc ça, c'était obligatoire dans ta formation de rajouter ce genre de truc, de faire du Angular, du Alors TypeScript. non, c'était optionnel. Je crois que pour le dernier projet, on avait vraiment le choix. Alors TypeScript de toute façon était même pas proposé. Moi, j'ai eu un mentor super qui me l'a proposé, mais sinon c'était pas proposé donc à la base dans la formation. Et pour le framework, on avait le choix d'utiliser un framework ou pas, de choisir le framework qu'on voulait. Enfin, c'était assez libre du coup pour le dernier choix.
D'accord. Et tu l'as utilisé côté back ou pas, TypeScript, ou tu l'as... Je l'ai utilisé côté back aussi, ouais. J'ai fait toute la dernière API en TypeScript parce que du coup, je trouvais que c'était bien. Et puis mon mentor m'avait dit que s'il fallait que je le fasse si je voulais faire du back, donc Hmm. que c'était une bonne idée. Ah bah ça c'est toujours une bonne idée. Moi je trouve que c'est plus utile en back qu'en front, mais ça c'est un avis Oui. personnel. Et surtout que je l'utilise avec Vue, et Vue 2 n'est pas très bien adapté à TypeScript, contrairement à Vue 3. Ah, Vue 3, ils ont mis le TypeScript, hein. Ça c'est Ouais, bien. ils ont rajouté TypeScript et c'est beaucoup mieux géré. Parce que D'accord. disons que dans Vue 2, le problème de TypeScript, c'est que oui, il vérifie des trucs, mais il vérifie pas tout. Alors c'est un peu compliqué. Ok. Donc tu peux faire des trous dans la raquette assez rapidement, tu peux lui faire croire que tu vas faire un truc, mais en réalité tu fais autre chose. D'accord. C'est- Moi j'en ai pas une très bonne expérience en Vue 2 de TypeScript. Donc une fois que tu as fait ça, donc tu as validé tous tes projets, tu as validé ton diplôme, et comment ça s'est passé ensuite? Alors après, bah, je suis arrivé sur la partie recherche d'emploi, quoi. Donc Hmm. le moment sympa. Donc j'ai dû faire, bah, comme tout le monde, hein, plein de CV, plein de lettres de motivation et en envoyer un petit peu partout. Et bon, il y a vraiment beaucoup de demandes enfin beaucoup d'entreprises qui cherchent des développeurs actuellement. C'est un petit peu un passage, j'ai l'impression, où vraiment ils cherchent du monde. Mais par contre, en tant que débutant, c'est difficile quand même de passer. J'ai quand même essuyé beaucoup de refus. Simplement parce que bah, il y a des gens qui ont un petit peu plus d'expérience qui sont sur le marché et qui seront pris s'ils postulent quoi. Donc vraiment débutant sans expérience, c'est pas facile, il faut s'accrocher quoi. C'est Et quand tu dis que tu as eu beaucoup de refus, en nombre, ça donne quoi? bon, je dirais une cinquantaine dans les 2 premiers mois. Après, j'ai plus trop compté. C'était à peu près ça. Après, j'ai eu des entretiens quand même, hein, mais donc il y a des trucs qui se sont plutôt bien passés. Voilà, j'ai eu des entretiens RH principalement. J'ai pas décroché d'entretien technique dans les premiers mois, puisque en fait, même quand les RH étaient contents, les développeurs, les lead devs voulaient pas forcément de débutants qui avaient encore jamais travaillé en entreprise, parce qu'il y a pas que la partie code, hein. Du coup, il y a toute la partie versionning et tout ça à gérer derrière. Donc, il y a toute la partie Git et tous ces trucs-là où ils ont un petit peu peur, je pense aussi, des débutants et de ce qu'ils peuvent faire au niveau de, de leur organisation, quoi, du coup. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir un boulot au final? C'est de faire des projets perso ou pas? Alors ouais, justement, ouais, j'ai fait beaucoup de projets perso, du coup, il y en a que j'ai posté sur mon GitHub, donc qui est quand même tout le temps surveillé. À chaque fois, on m'a dit au niveau des entretiens qu'ils étaient allés voir tout ce que j'avais fait sur le GitHub. J'ai fait un portfolio aussi à mettre en ligne, du coup, qui est interactif et sur lequel je rajoutais donc au fur et à mesure les choses que je faisais. Et ouais, c'est vraiment les projets perso, hein. Du coup, j'ai essayé de travailler sur des petits trucs à moi. Alors, j'ai fait que des trucs qui m'intéressaient hein, au final, parce que j'ai fini par coder des petits jeux vidéo, des choses comme ça en JavaScript et pour rigoler quoi. Parce que en fait, ça passe le temps, c'est super intéressant, ça fait progresser et en même temps, bah ça rend visible sur GitHub quoi et ça montre aux recruteurs que bah, qu'on veut coder, qu'on est intéressé, qu'on est prêt à faire des efforts et qu'on est actif quoi surtout, qu'on n'attend Ah, pas. ça, c'est important parce que dans ma précédente interview, je parlais avec un lead dev, Youssef, et il me disait que lui, quand il recrutait des gens, il allait regarder tout de suite leur projet perso, et c'était vraiment une chose déterminante pour lui. Donc toi, tu confirmes un peu ce qu'il m'a dit, Ouais, que ouais, carrément. Ouais, moi carrément, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à trouver, puisqu'en fait, bah, c'est assez marrant parce que j'ai postulé à, je sais pas, je dirais 120 offres d'emploi, peut-être. Il y en a où j'ai pas eu de réponse, il y en a où j'ai eu des réponses négatives. Ils ont absolument tous regardé, tous ceux qui m'ont contacté en tout cas, ont regardé l'évolution de mon GitHub, de mon portfolio, de voir s'il y avait des choses qui bougeaient. Et au final, j'ai pas été recruté parce que j'ai postulé quelque part. J'ai été recruté parce qu'on m'a envoyé un message, on m'a envoyé un mail pour me dire de venir postuler dans cette entreprise parce qu'ils cherchaient du monde et et que mon profil les intéresse, quoi, du coup. Donc, en fait, j'ai vraiment été recruté parce que mon CV était posté sur une CV Tech et qu'ils sont allés voir, du coup, tous les projets que j'ai faits et c'est par là qu'ils sont venus me contacter, quoi. d'accord, oui. Donc, Donc c'était vraiment mon activité, en fait, parce que du coup, c'est même pas une offre à laquelle j'ai postulé, quoi. ouais, bah ça, pour trouver du boulot, toutes les solutions sont bonnes, hein. Voilà, Tant c'est que ça ça. marche. Tant que ça marche, c'est ça.
Et au final, qu'est-ce que tu penses de l'affirmation suivante qu'une formation c'est bien, mais ça fait pas tout et que le boulot il est pas forcément garanti? Alors, bah, je suis entièrement d'accord, du coup, je peux pas dire le contraire. Les formations, oui, c'est bien. Après, les formations déjà en elles-mêmes suffisent pas forcément. Enfin, derrière, il y a tout un travail personnel aussi qu'il faut faire, parce que les formations, c'est sympa, mais on peut jamais tout apprendre en formation, comme on peut jamais tout apprendre à l'école. C'est un moment, il faut faire ses armes déjà, donc pour ça, il faut pratiquer. Il faut se rendre compte par soi-même de choses que qu'on a appris et qu'on n'a peut-être pas comprises, ou voilà, il y a plein de choses à voir à côté. Donc déjà, juste la formation, c'est pas assez, c'est jamais assez. Je pense, peu importe le niveau de la formation, il faut vraiment toujours un petit peu chercher plus loin pour pouvoir avoir plus de chances derrière, quoi. Et oui, de toute façon, le boulot n'est jamais garanti. Même dans les formations qui garantissent des boulots dans les quelques mois qui suivent, c'est parce qu'ils savent que leur formation a un bon niveau et qu'elle est bien vue par des recruteurs. Mais derrière, s'il y a plein de monde qui sort, pour sortir du lot, il faut quand même faire quelque chose de plus, quoi. Ouais, c'est un peu ce que j'ai vu moi avec le Covid. Beaucoup de gens se sont précipités sur les formations en ligne et ce que j'avais pas prévu au début du Covid, c'est que comme ils sont tous précipités, ils sont tous sortis en même temps quasiment. C'est ça. Et donc ça a créé une offre qui était supérieure à la demande de juniors parce que et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent en tant que junior à trouver du boulot parce que quand tu fais une formation accélérée, le problème c'est que tu viens en compétition avec tous les gens qui sortent d'école d'ingé, qui sortent de BTS, qui sortent de C'est la ça. fac, qui ont une expérience, on va dire diplômante et en plus de ça, ils ont fait pas mal de stages. Donc tu confirmes bien le fait qu'il faut se donner les moyens, faire des projets, les montrer. Exactement. En fait, il faut arriver à concurrencer cette différence qu'il y a entre les formations, qu'elles soient rapides ou un peu plus longues, parce qu'il y a des formations un peu plus longues aussi en distanciel, mais il faut compenser ce manque de stage et ce manque d'années en fait d'école derrière par vraiment des trucs personnels, quoi, des trucs. Il faut faire vivre le GitHub, faut faire vivre les portfolios, faut mettre des trucs en ligne, faut se servir beaucoup des réseaux aussi pour partager tout ce qu'on fait. Et il faut vraiment faire des choses à côté, quoi. C'est vraiment important pour pallier ce manque de stage qu'on a quand on n'est pas dans un cursus standard, quoi. Et une fois que tu as fini ta formation, bah, sur toute cette partie préparation de projets perso, tu passais combien de temps par semaine environ? Pour mes projets perso, Hmm. bah, vu que j'étais au chômage, c'était toute ma semaine, hein. Du coup, c'était c'était comme une semaine de travail, plus les week-ends parce que ça me faisait plaisir. Parce que bah, c'est clair, j'ai fait que des en projet perso, j'ai fait que des choses qui me plaisaient, hein. Je me suis pas mis des freins en faisant des trucs qui étaient censés être bien vus. J'ai vraiment fait des choses qui me tenaient à cœur. Donc c'est plus facile de travailler dans ces conditions. Donc j'y passais quand même beaucoup beaucoup de temps, quoi. Mais Et, et c'est vraiment pour c'est le fun. Donc et c'est quoi le projet dont tu es le plus fier ou qu'on pourrait mettre en description de la vidéo? alors le projet dont je suis le plus fier, bah, je pense que c'est mon jeu du pendu. J'ai fait un jeu du pendu où j'ai galéré à ramener une base de données parce qu'elle n'existe pas en France et que pour chercher des mots, on n'a pas d'API pour se connecter et récupérer des mots d'un dictionnaire. Et j'ai fait la partie visuelle, la partie logique derrière en JavaScript, et je l'ai posté sur un petit groupe sur Facebook de gamers en fait, enfin de jeux en tout genre, un jeu de plateforme comme jeux physiques et jeux vidéo aussi, quoi, du coup, enfin plein de choses, du coup, et ils ont beaucoup beaucoup apprécié, ils ont partagé, ils ont pingé, enfin c'était cool. Donc voilà, c'est devenu du coup mon projet préféré puisque c'est celui qui a été le plus partagé, c'est celui sur lequel on m'a demandé le plus de reviews, du coup, le plus de petits changements au fur et à mesure. Donc c'est vraiment celui que j'ai accompagné en fait sur la durée, quoi. Ah bah c'est Et donc il a fini responsive et apprécié par les gens. Donc c'est un petit pendu animé, quoi, qui est sympathique. C'est rien de fou, hein, mais voilà, c'est sympa. bah je mettrai les liens dans la description. Ok. Euh, ok, une fois que tu as fait ça, disons que tu as eu ton premier entretien, tu as eu ton deuxième entretien. euh, En plus de ça, comment tu as fait pendant les entretiens pour bah, pallier à ce manque d'expérience, pour justifier que t'en voulais? Alors bah pour les entretiens, c'était pas trop compliqué, hein, parce que
Du coup, la plupart des recruteurs que j'ai eu en face de moi, que ce soit les RH d'entreprise ou les chefs d'entreprise directement qui venaient faire le recrutement, ils partaient tous du même principe, c'est que quand on fait une reconversion et qu'on fait une formation, qu'on se donne à fond, c'est que déjà à la base on a la motivation, parce que faire une reconversion de nos jours, ça implique des risques forcément. On quitte un travail, on quitte un domaine sur lequel on a de l'expérience pour aller dans un domaine qu'on connaît pas. Ça demande déjà de l'implication, donc ça ils en sont déjà certains à la base. Donc après, je mettais en avant les choses que j'avais faites dans ma formation et surtout les choses que j'avais faites en plus de ma formation. Donc tout ce qui n'était pas compris dedans, l'ajout de TypeScript, toutes les recherches que j'ai faites par moi-même, les petits projets perso, tout ça, du coup. Et le fait que je continue de coder sans les attendre, quoi, que du coup, quoi qu'il arrive, j'ai des projets personnels qui sont en place et qui continuent d'évoluer, quoi. Donc ça suffisait en gros à leur prouver ma motivation, quoi. Ok. Et donc là, maintenant, tu travailles pour quel type de boîte? Tu fais quoi? Alors là, du coup, j'ai été recruté par une startup qui met en place qui commence un projet de solution informatique pour du support. Donc en gros, c'est du développement logiciel quasiment, sous forme de microservices, quoi. Et donc D'accord. ils ont recruté toute une équipe pour créer le projet. Donc on est au démarrage du projet, on se lance et on a un an pour faire naître cette solution, quoi. D'accord. Donc c'est une application SaaS pour faire du support client. C'est ça. Tu peux donner le nom de la boîte ou? Alors je pense qu'ils sont sympas, ils vont pas me taper dessus. Donc la startup, elle s'appelle Neomanis. Ok. Elle est basée à Angers. Donc, elle vient de voir le jour là cette année. Et donc ils travaillent sur leur première solution, la solution Neomanis, qui sera normalement, si on assure, à la distribution l'année prochaine, quoi. D'accord. Et donc toi, dans cette équipe-là, tu t'as quoi comme rôle? Tu fais quoi exactement? Alors du coup on bosse beaucoup en équipe, on fait un petit peu de tout. Globalement on fait toute la partie développement du coup, donc on a beaucoup plus de back-end actuellement que de front à faire, mais ça c'est parce qu'on met en place l'architecture. Du coup, on est au départ. Je pense qu'on aura vraiment un peu de tout à faire et on bosse beaucoup en équipe, donc on s'entraide pas mal. Donc on switch pas mal du back-end au front-end. Après, pour l'instant, on est sur le démarrage, donc globalement, chacun met en avant ses qualités et va là où c'est un petit peu le plus simple pour lui pour qu'on avance assez vite, quoi. Donc là, j'ai principalement fait du back, du coup. Ce qui est cool, c'est qu'on bosse en TypeScript, donc du coup là, pour le coup, je me sens très bien, quoi. C'est impeccable. Mais bon, à terme, je pense je vais devoir passer sur le front aussi, hein, par moment, donc il y aura un peu de tout, quoi. Donc c'est pareil, c'est sur une stack full JavaScript. Oui, du coup, on est sur du Node.js, TypeScript, React en front, Ok. donc avec TypeScript aussi. Et voilà. Ok. Donc qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer dans une équipe pour la première fois, une équipe de développeurs? Alors c'est excellent parce que du coup le recrutement s'est super bien passé. Ils ont réussi à avoir tous les profils qu'ils voulaient et dans l'équipe en plus il s'avère qu'on est quand même pas mal de juniors. Donc déjà j'étais pas le seul. C'est sympa déjà de pas commencer tout seul tout en bas, quoi. Et bon, on a été super bien accompagnés. Vraiment les journées d'intégration étaient très très bien faites et l'équipe s'est très vite soudée, très vite bien formée. Donc on bosse bien ensemble tous. C'est vraiment super. Donc c'est un plaisir d'aller bosser tous les matins. Enfin d'aller bosser. On est en télétravail, donc c'est un plaisir de venir sur l'ordinateur tous les matins et de se connecter, quoi. D'accord. Et comment ça se passe toute cette partie d'onboarding en télétravail? Alors c'est des longues réunions, des visios toute la journée. C'est sympa, des petites activités en live share et des choses comme ça. C'est sympathique. Je pense que j'avais peur que ça casse un petit peu le côté contact humain, mais finalement quand tous les gars sont vraiment ouverts et sympas et qu'on peut parler librement, euh, au final, on arrive à garder ce contact et ça se passe plutôt bien. Donc j'étais assez surpris par l'onboarding virtuel, quoi. Du coup, Bah, c'est moi, une question que je me pose, parce que moi, ça fait déjà 3 ans que je travaille en télétravail, bien avant le Covid. Mais comment ça se passe pour un junior? Parce que moi, j'ai toujours peur que si j'embauche un junior en télétravail, il puisse pas monter en compétences rapidement parce que c'est plus difficile, le contact humain est beaucoup plus difficile.
les interactions sont limitées. Alors elles sont réduites à l'essentiel, mais Alors là, ce qu'ils ont fait dans l'entreprise, c'est qu'ils ont mis en place un bureau virtuel du coup, dans lequel on se trouve toute la journée, qui est divisé en différentes salles. Et en fait, on est vraiment comme au bureau. En vrai. On arrive, on rentre dans le bureau virtuel et on peut parler à tout le monde. On peut voir n'importe qui. On peut, dans la journée, se déplacer d'une salle à l'autre pour aller demander les collègues qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, ou si on a besoin d'un coup de main, du coup, demander à quelqu'un de venir nous aider. Et on bosse beaucoup en pair programming, donc avec le live share de VS Code, donc qui hmm. permet de coder à deux sur le même écran et en simultané à distance. C'est génial. Donc du coup, en mettant en place tous ces systèmes-là, ça permet quand même de progresser vachement vite. Enfin, je sais du coup, on a fait du pair programming, on était à 3-4 là, du coup, sur les mêmes trucs. Alors quand il y a un gars qui est balèze en React, l'autre qui est balèze en TypeScript et l'autre qui est plus balèze sur Git et tout ça, ben, en fait, juste à regarder les gens coder, on apprend plein de trucs, quoi. Et du coup, on peut coder en même temps et se perfectionner. Non, ça va, je trouve que quand c'est bien mis en place, quand la structure est bien mise en place et que tout est pensé pour accompagner les gars dans la formation de l'équipe, ça se passe vraiment bien, quoi. D'accord. Donc si je résume un peu la méthodologie, vous avez un Discord, une sorte de Discord avec des channels C'est ça, et c'est c'est ça. ça. Et pour la montée en compétences, vous faites surtout du peer programming. Alors pour un peu mon audience, VS Code a mis en place l'équivalent d'un drive où on peut connecter des VS Code entre eux et on peut coder ensemble. Et c'est assez impressionnant parce qu'on peut écrire des commentaires, on peut dire à la personne non, tu devrais pas faire comme ça, réécrire son code. C'est assez impressionnant et je trouve ça vachement utile. Ouais, c'est génial. Et vu qu'on peut se mettre dans des salles du Discord quand on bosse en équipe, du coup, on peut se parler en live et écrire en live et enfin, on fait tout. C'est comme si on était un à côté de l'autre, quoi. Sauf qu'on a chacun notre ordi et c'est encore plus sympa de Mm. faire du peer programming comme ça, quoi. Et ça, je pense que même quand la situation sera revenue à la normale ou que les gens retourneront dans les bureaux, je pense qu'ils feront comme ça. Parce que moi, je trouve ça même pratique. L'avantage, c'est que t'es pas deux devant un écran à se battre pour avoir un clavier. C'est ça, c'est ça. Donc, Non, c'est génial. c'est vraiment pas mal et bah, c'est pas mal que tu me partages ça parce que moi j'ai toujours du mal à comprendre bah, comment on peut faire monter les gens en compétences à distance, surtout que bah, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette logique de créer des salles virtuelles où tu dois créer des réunions à chaque fois que tu veux parler à quelqu'un et beaucoup de développeurs sont assez renfermés sur eux-mêmes et c'est un peu compliqué des fois d'avoir des informations. Ouais, mais c'est vrai que quand c'est mis en place dès le départ, alors là, du coup, la startup s'est montée cette année, donc ils ont tout de suite mis Hmm. tout en place. Et sur Discord, l'avantage, c'est qu'on peut switcher sans être obligé de faire de réunion. On peut aller poker quelqu'un et aller lui parler directement. Les salles sont libres d'accès pour toute la team dev, donc on peut vraiment bouger comme si on était dans un bureau, quoi. On n'a même pas Hmm. besoin de toker en entrée, ça marche tout seul, quoi. Donc c'est vrai que quand c'est bien mis en place et que on nous encourage en plus réellement à aller se voir les uns les autres et à programmer ensemble et tout ça, ben du coup ça facilite la montée en compétences, ça facilite en même temps le contact humain et l'unité de l'équipe, quoi, du coup. Donc toute l'équipe est répartie sur toute la France ou tout le monde est proche d'Angers? Ah, la plupart sont proches d'Angers, je crois que je suis un des plus loin qui est de là-bas. Ouais, je déménage bientôt, donc bientôt je serai dans le coin aussi. Je crois qu'on a juste un gars qui est un petit peu au sud, mais sinon les autres sont plus dans le secteur. Ouais. D'accord. Et toi, si la situation perdure, le télétravail à 100%, ça te pose pas de problème? Alors moi, ça me pose pas de souci. Bon là, de toute façon, dans la startup, ils ont décidé de nous faire des contrats de télétravail. Donc à la base, on peut venir travailler dans les locaux si on le souhaite, mais on a tout à fait le droit de rester en télétravail en 100% puisque c'est notre contrat qui est comme ça. Donc ils sont partis sur ce principe-là, vu qu'ils ont tout mis en place pour que ça se passe super bien. Et moi, ça me pose pas de souci. À partir du moment où on peut justement garder ce contact-là avec les collègues et bosser tous ensemble dans des trucs qui sont bien organisés, ça me va, du coup. Ce qui empêchera pas quand même les meetings et ça empêchera pas de se voir en vrai et de faire Oui. des events comme ça, quoi. Après, moi, là, je travaille pour une boîte. Ils ont rendu leurs locaux. Ils se sont aperçus que pour 200 000 euros par an, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Bah ouais, c'est clair. Donc, Ah, là, ils vont quand même avoir des locaux, du coup, mais je pense pas très grands, quoi. ouais, pour avoir deux ou Parce que trois la personnes à plupart, la fois. ouais, c'est ça, la plupart seront de toute façon en télétravail, puisque j'ai l'impression que tout le monde a déjà pris le pli, en fait, et que ça se passe Hmm. vraiment bien, quoi. Ouais, ça c'est.
Et encore que les grosses boîtes qui ont encore pas mal de soucis avec ça. Je pense que tout le monde y gagne dans cette situation, c'est que ça doit coûter beaucoup moins cher à l'entreprise, il n'y a pas besoin d'acheter des bureaux, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel, il y a... Ok. Et donc ça, c'est ton premier job, et on va dire dans le futur, alors peut-être que c'est un peu tôt, mais tu te projettes à avoir une carrière de développeur pour les 15 prochaines années ou pas? Ah oui, ouais, carrément, ouais. Ouais, du coup, ben, là, je sais que dans ce métier, il y aura jamais de moment comme dans mon métier précédent où j'aurai plus rien à apprendre. Déjà, ça arrivera pas. Enfin, Ça, c'est impossible. c'est impossible puisque ça évolue tellement vite tout le temps Mm. que c'est le contraire. En fait, on est même tout le temps en formation quand on est développeur. Finalement, on s'arrête Mm. jamais. Et déjà, ce côté-là restera toujours intéressant pour moi. Donc ça, c'est super. Et bah là, du coup, j'ai eu la chance d'entrer dans une boîte où vraiment le projet en plus est très intéressant. Donc même le projet sur lequel je travaille du coup dans l'entreprise m'intéresse vraiment. Donc si j'ai encore la chance de faire ça le plus longtemps possible et de bosser pour des projets qui m'intéressent, c'est nickel quoi. Donc c'est que du positif, ta Ah reconversion. ouais, ouais carrément là. Ça s'est très bien fini. J'ai eu des petits moments de stress avant de trouver un boulot quoi. Mais, comme tout le monde, je pense comme tous ceux qui cherchent un emploi quoi. Mais c'est vrai que ça se finit super bien quoi. Ouais, bah ça, de tous mes étudiants, j'ai eu le même retour que trouver un boulot, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est une période. Hein, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sortis diplômés de formation et ben de toute façon en tant que débutant, on le sait, dans tous les métiers c'est pareil. Pour rentrer en tant que débutant, c'est toujours compliqué. Tous les patrons Hmm. veulent de l'expérience et veulent quand même pas payer beaucoup et voilà. Enfin, c'est toujours quelque chose quoi. C'est toujours un peu compliqué. Et je peux poser une question indiscrète. Alors si ça te plaît pas, tu me réponds pas et tu me dis non. Vas-y. Alors combien tu gagnes au final? En tout, dans les 1 700 € à peu près. D'accord. Donc c'est bien pour un premier job. Ouais, c'est sympa. Et tu gagnais moins avant ou tu gagnais plus? Je gagnais plus dans mon ancien travail D'accord. quand même. Bah, j'avais quand même pas mal d'ancienneté, j'étais chef d'équipe, donc du coup, Ouais. j'étais pas en bas de l'échelle, quoi. Après, rien n'empêche dans quelques années de gagner plus parce que après, en fonction de l'expérience et du niveau, ça monte très très vite en programmation. Oui, c'est vrai, bah, de toute façon, les salaires augmentent, et puis, Hmm. bah, il faut pas se leurrer en tant que débutant non plus, il faut pas demander, voilà, faut pas Ouais. demander la lune, quoi. Je pensais bien pas gagner la même chose que dans mon job où j'étais expert avant, quoi. C'est Hmm. paraît logique, quoi. Ouais, c'est tout à fait Mais d'un autre logique. côté, d'un autre côté, j'ai un autre confort de vie, quoi. D'un côté, j'ai gagné vraiment en confort de vie, et en joie d'aller au travail, quoi, du coup. Ouais. Ce Et qui est quand même surtout, vachement plus important que le salaire. surtout que t'es en province et en province, tout coûte moins C'est ça. cher au final. Exactement. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si tu avais un conseil à donner à mon audience, tu dirais quoi comme conseil? Ah bah coder non-stop quoi. Surtout faut pas lâcher et faut toujours continuer quoi. Faut y aller. Faut coder, mais pas par contre faut pas se faire de mal quoi. Faut coder des trucs qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Faut voilà. Faut faire ce que vous aimez et faut montrer que vous le faites quoi. C'est juste ça, c'est important. Déjà ça aide tout le monde et parce que ça intéresse toujours plein de gens donc il y a toujours plein de gens qui vont venir voir ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites et ça peut toujours aider quelqu'un. Et puis personnellement, c'est gratifiant aussi quand on voit que ce qu'on fait, ben, ça se diffuse, c'est visible et ça apporte quelque chose quoi. Ok. Donc voilà, on s'arrête pas. Oui, je pense que la solution, c'est toujours de coder, 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 coder. Moi, je me considère un peu comme un pianiste qui doit jouer du piano tous les jours pour garder un niveau minimum. C'est ça. C'est un Rajouter peu pareil. Ouais. au fait que la technologie est exponentiellement rapide. Donc, tu es toujours en train de Ouais. courir après la dernière innovation. Ouais, c'est vrai il y a toujours quelque chose à apprendre quoi. Toujours quelque chose à faire. Toujours. Eh ben, Arnaud, je te remercie d'être venu.